Bonsoir. Bonsoir, ça y est, vous m'entendez. Je vous souhaite la bienvenue dans le grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France, au nom du département Sciences et Techniques, qui accueille donc cette première conférence du 21e cycle, Un texte, une aventure mathématique, dont nous avons célébré l'année dernière avec de grandes réjouissances le 20e anniversaire. Donc c'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux. Je rappelle simplement qu'il y a à la Bibliothèque nationale de France des collections scientifiques d'une grande richesse, donc en particulier en salle C, en haut de jardin, qui est ouverte à tous les publics à partir de 14 ans et qui est gratuite pour les moins de 16 ans. J'insiste un petit peu là-dessus parce que je vois qu'on a un public qui est très jeune. Donc on est très heureux de renouveler ce partenariat avec Animat et la Société mathématique de France. Et je cède la parole à Pierre-Antoine qui va présenter le cycle. Merci. Bienvenue à toutes et tous. Et en particulier, on a le plaisir d'accueillir 3 groupes de lycées aujourd'hui. Le lycée Janson de Sailly, le lycée international de Saint-Germain-en-Laye et le lycée Sophie Germain. Bienvenue à eux. Cet exposé inaugure la saison 2026 du cycle Un texte, une aventure mathématique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà ces conférences, elles sont organisées en collaboration par la Bibliothèque nationale de France, par Valérie Alania, Richard Dao et Aline Hartmann, Animat avec Guillaume Saez qui est présent, et la SMF avec Anne-Laure Dalibar et Claire Ropartz. Merci à toutes ces personnes. Et nous remercions également le partenariat de la Fondation Blaise Pascal et du magazine Tangente. Cette nouvelle saison commence avec un exposé de Sandrine Dalla Porta qui va nous parler de Bien-aimé et l'extinction des familles. Sandrine est née et a grandi à Toulouse. Elle a fait ses classes préparatoires mathématiques-physiques au lycée Pierre de Fermat à Toulouse aussi. Elle a été élève à l'ENS de Lyon avec un peu de temps passé à Montréal. Elle est revenue à Toulouse après pour faire sa thèse qu'elle a soutenue en 2012, doctorat dirigé par Michel Ledoux et qui s'intitule « Quelques aspects de l'étude quantitative de la fonction de comptage et des valeurs propres de matrices aléatoires ». Tout un programme. Elle a ensuite été agrégée préparatrice à l'ENS Paris-Saclay de 2012 à 2019, avant d'être enfin recrutée comme maîtresse de conférence à l'université de Poitiers. Elle est membre de l'équipe probabilité et statistique du laboratoire et s'intéresse au comportement de grandes matrices aléatoires, ainsi qu'à certains processus ponctuels aléatoires. C'est à toi, Sandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Merci à tous et toutes d'être venus aussi nombreuses. Alors, je ne vous cache pas que je suis un petit peu impressionnée. Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un mathématicien français qui s'appelle donc Irénée Jules Bien-aimé et en particulier d'un modèle qu'il a posé pour suivre l'évolution à la base d'un nom de famille mais qui peut servir à d'autres choses. Alors c'est pas donc je suis probabiliste mais je travaille pas sur ces thématiques-là particulièrement, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que pour la petite histoire, quand donc j'étais élève à l'ENS Lyon en première année de master, il fallait faire un stage d'initiation à la recherche et donc c'est un peu, le stage portait là-dessus. Et donc c'est un peu un de mes premiers contacts avec le monde de la recherche. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de quelques éléments historiques autour de la personnalité de Bien-aimé, vous présenter plus en détail le modèle qu'il a posé, et puis essayer d'aller un petit peu au bout de l'étude mathématique, en tout cas de la question de l'extinction. Et puis, vous présenter quelques éléments sur des questions plus actuelles en lien avec ce modèle. Alors, qui est Irénée Jules Bien-aimé ? Donc, c'est quelqu'un qui a vécu essentiellement au XIXe siècle. Donc, vous voyez une photo là qui arrive des archives de l'Académie des sciences de Paris. Donc, c'est quelqu'un qui est né et qui a vécu l'essentiel de sa vie à Paris. Et donc, si jamais vous passez près du cimetière du Montparnasse, n'hésitez pas à aller chercher sa tombe. Voilà, alors c'est un petit jeu, mais pour vous aider, elle se trouve dans la 10e division. Donc voilà, bon, c'est vraiment écrit que c'est lui sur la tombe, mais c'est pas simple de la trouver. Alors,
le 19e siècle, c'est, en tout cas en France, une période assez agitée, politiquement parlant. Et ça va avoir un impact sur sa vie. Donc il y a pas mal de changements de régime, et ceux qui vont particulièrement impacter la vie de Bien-Aimé, c'est la fin du règne de Napoléon Ier, avec sa tentative de revenir aussi en 1815, donc après passage à la monarchie. Et puis l'avènement de la Deuxième République en 1848, qui va juste pour 4 ans avant de repartir sous l'Empire. Donc vous voyez, il y a pas mal de lignes, beaucoup de changements de régime, donc une instabilité politique quand même assez grande. Qu'est-ce que ça donne pour Bien-Aimé ? À première vue, on ne voit pas forcément d'impact. Donc, après avoir fait quelques années à Bruges, il a fait son lycée à Louis-le-Grand. Et puis, il a été admis à l'école polytechnique à 19 ans. Après Polytechnique, il commence une carrière dans la fonction publique au sein de l'inspection générale des finances, et il devient inspecteur général à 40 ans, ce qui est, semble-t-il, assez jeune pour l'époque pour occuper ce poste. Et puis, il demande à prendre sa retraite à 56 ans, ce qui est assez tôt et qui semble provenir du fait qu'il avait une santé fragile. Mais il a maintenu une activité scientifique, j'y reviendrai, pendant toute sa vie. Et notamment, une fois qu'il est à la retraite, il est membre de l'Académie des sciences, il participe à un prix, à une remise de prix en statistique. Et puis, notamment, il participe à la création de la Société mathématique de France, qui est donc une des entités organisatrices de cette conférence, et il préside même cette société pendant une année. Alors, comment les événements politiques ont impacté sa vie ? En fait, il se trouve que en 1816, après la tentative de retour de Napoléon, les élèves de l'école polytechnique sont jugés un petit peu trop proches des idées napoléoniennes, et la promotion est licenciée. Donc en fait, il n'aura passé qu'1 an à l'école polytechnique, et il enchaîne quasiment tout de suite avec une carrière à l'inspection générale des finances. Donc une grande partie de ce qu'il a appris mathématiquement après son diplôme, c'est en autodidacte ou au sein de l'inspection générale des finances. Et autre élément un peu marquant, c'est qu'en fait, à 52 ans, il est mis à la retraite forcée au moment de l'avènement de la Deuxième République. Alors, d'après les documents familiaux qui ont été publiés, c'était pas du tout à sa demande. Il y a une grande instabilité financière suite à ça, et a priori plutôt liée à des questions politiques. Disons qu'on pouvait douter de son esprit républicain. Donc, malgré ça, il maintient du coup une activité professionnelle assez intense. Qu'est-ce que ça veut dire être inspecteur général des finances au 19e ? Donc, les inspecteurs généraux se répartissent en fait la France, qui est divisée en une douzaine de divisions, qui contiennent un certain nombre de départements, et puis ils vont sur place d'avril à novembre pour inspecter en fait tous les services comptables et administratifs publics. Alors, à une époque où il n'y avait pas le chemin de fer, vous vous doutez que ça prend pas mal de temps. Donc, concrètement, d'avril à novembre, il ne rentre pas chez lui. Je vous ai mis ici en image ce que pourrait être une des divisions qu'il a occupées. J'ai un peu extrapolé parce que la seule chose que je sais, c'est qu'il y avait 9 départements dedans, et qu'il y avait la Charente-Maritime et le Loir-et-Cher. Donc, j'ai fait un dessin approximatif, mais simplement pour vous montrer la superficie que ça peut représenter. Et voilà, donc autant dire que c'est une tâche qui est lourde et que ça laisse pas beaucoup de temps pour faire de la recherche à côté. Par contre, on connaît très bien le terrain, et dans un contexte au 19e où l'État a une demande croissante d'avoir des données statistiques pour pouvoir s'organiser en termes de santé publique, en termes de transport, d'assurance, il commence à y avoir les premières discussions sur les retraites. Voilà, c'est quelque chose de très important, et Bien-Aimé, comme les autres inspecteurs généraux, connaissaient très bien cet aspect-là, en tout cas, de la société française à l'époque. Et donc, ça fait de lui, comme des autres inspecteurs généraux, des personnes un peu privilégiées comme conseil aux différents gouvernements. Et donc, par exemple, Bien-Aimé fait partie des principaux rédacteurs de la loi de juin 1850 qui crée en fait une des premières caisses de retraite pour la vieillesse. Alors, qu'en est-il de son œuvre scientifique ? Bien-Aimé, c'est quelqu'un qui a une très grande admiration pour l'œuvre de Laplace, donc le probabiliste Laplace, et notamment qui connaît très bien son traité qui s'appelle Théorie des probabilités, qui est paru en 1812.
Alors, il a ce poste au sein de l'Inspection générale des finances, donc ça lui laisse assez peu de temps pour faire de la recherche. Mais par contre, il a un peu le nez dans la démographie, les statistiques sociales, etc. Et donc, il a un véritable souci des applications qui va se retrouver dans son œuvre scientifique vraiment tout au long de sa vie. En pratique, il a publié un peu plus d'une vingtaine d'articles dans des journaux pas toujours très connus. Il n'a pas publié de livres, ce qui était pour un moyen assez pratique à l'époque pour vraiment véhiculer ses idées. Alors, il mène une correspondance scientifique avec différents scientifiques, des scientifiques français comme Quetelet et Cournot, mais aussi des scientifiques étrangers, internationaux, comme par exemple Tchebychev. Par contre, il n'encadre pas d'étudiants, d'étudiantes en recherche, il n'encadre pas de doctorat, il n'a pas de poste académique et probablement pas le temps de faire ça. Et par ailleurs, il a de très gros problèmes de santé qui l'empêchent notamment d'écrire avec des tremblements dans les mains, ce qui fait que tout lui prend beaucoup de temps et que malgré le fait qu'il soit à la retraite à 56 ans, sa production scientifique n'a pas forcément beaucoup augmenté après, sans doute lié à ses problèmes de santé. En plus de ça, c'est quelqu'un apparemment qui est donc il connaît très bien ce traité de Laplace, il l'a beaucoup approfondi et il a une grande rigueur sur l'application, donc notamment des hypothèses, et ça le mène à des querelles scientifiques, notamment avec Poisson et Cauchy sur certaines questions autour de la loi des grands nombres. À quel point est-ce qu'on peut l'appliquer? Tout ça mis bout à bout fait que en fait son œuvre scientifique, elle est pas très connue déjà de son vivant, alors une partie quand même, et puis elle tombe assez vite dans l'oubli après. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai sélectionné quelques petits éléments. Avant de vous parler vraiment du problème de l'extinction des familles, je voulais vous parler de trois thèmes qui sont... Enfin, il a vraiment fait plein d'autres choses, hein, mais trois thèmes qui peuvent peut-être vous parler un petit peu. Donc, le premier, c'est la... méthode des moindres carrés, ce qu'on peut appeler la régression linéaire. Donc, quelle est la problématique? Vous avez devant vous un nuage de points. Donc, sur ce nuage de points, bon, on voit qu'il y a un petit peu des fluctuations, mais grosso modo, il y a quand même une forme un peu linéaire. On dirait que les points ils s'organisent autour d'une droite. On va essayer d'expliquer ces points-là de la manière suivante. Donc, je suppose que j'observe les ordonnées, les YI, et puis je connais les abscisses, les XI, donc je connais les points. Et je veux expliquer ça par une relation de la forme. Donc, YI, ça va être sur la droite d'équation AX plus B, donc AXI plus B, avec une petite erreur epsilon I, que je ne connais pas, mais par contre j'ai des hypothèses dessus. Donc en particulier, je vais connaître un peu son amplitude de variation, ce genre de choses. Bon, donc j'essaie d'approcher ça, mon nuage de points, par une droite. Bon, si j'en prends une au hasard, celle-là, elle est comme ça. L'autre, bon, elle n'a pas l'air très bien, mais c'est pas très clair de qu'est-ce que c'est une bonne droite qui approche ce nuage de points. Alors, on sait maintenant qu'une bonne manière de faire, c'est de s'intéresser aux critères suivants. Donc, si vous regardez sur le dessin, là, j'ai rajouté sur certains points, pas sur tous parce que sinon on ne voyait rien, ce que j'ai fait, c'est que de chaque point, je l'ai projeté sur la droite rouge en suivant parallèlement à l'axe des ordonnées. Et la distance de ces petits segments noirs, je les prends au carré. Voilà, je fais la somme, et ça, c'est une certaine quantité qui va dépendre des coefficients A et B, que je ne connais pas, et je vais minimiser ça en A et en B. Alors, à l'époque de Bien-Aimé, il commençait déjà à y avoir des travaux dessus. On commençait à s'intéresser à cette distance-là, et on sait maintenant que c'est une bonne manière de faire, c'est-à-dire que les coefficients A et B qu'on va trouver en faisant ça vont avoir des bonnes propriétés statistiques. Donc la droite optimale pour ce critère-là, c'est celle-ci. Donc là, effectivement, visuellement, elle a l'air bien, mais on a un vrai critère pour dire que c'est celle qu'on veut privilégier. Et ce qu'a fait Bien-Aimé, c'est qu'en fait, il a travaillé à la généralisation de cette question. Mais dans le cas où les XI, ce sont plus des points, ce sont plus des abscisses, ce sont des vecteurs. En fait, il y a plusieurs paramètres. Et ce travail-là, pour le coup, a été reconnu, lui a valu une publication au niveau de l'Académie des sciences, donc de son vivant. C'est un des travaux qui a été bien reconnu.
Autre chose que vous pouvez potentiellement connaître, ou en tout cas que normalement vous devriez croiser d'ici la fin de votre lycée, c'est l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc on s'intéresse à des variables aléatoires, que je note x1 jusqu'à xn. Je suppose qu'elles sont indépendantes, qu'elles vont avoir une espérance m et une certaine variance. Et je m'intéresse à ce que je vais appeler la moyenne empirique, c'est-à-dire que je fais la somme, et puis je divise par le nombre de variables que j'ai. Alors, cette inégalité, elle vient quantifier la probabilité que cette moyenne empirique s'écarte de la valeur de l'espérance d'une certaine quantité t, et donc on a une borne sur cette probabilité-là. Donc, elle s'est parfois appelée juste inégalité de Chebyshev. En fait, Chebyshev et Bien-Aimé l'ont tous les deux prouvé un peu dans le même moment, mais c'est Bien-Aimé qui avait en fait la preuve qu'on enseigne encore aujourd'hui et la plus générale. Voilà. Alors un autre élément que je trouve assez marquant pour montrer un petit peu à quel point il était assez visionnaire, c'est ce qu'on appelle la notion de point tournant. Donc, quand on considère des variables aléatoires, donc là j'ai tracé une réalisation dessus. Donc j'ai une quinzaine de variables et puis je les place, je place leur valeur sur ce graphique. Bien-Aimé, il s'est intéressé au comportement du nombre de points tournants. Les points tournants, ce sont les pics qu'on voit sur ce graphique, c'est-à-dire les minima et les maxima locaux. Et en ayant ce comportement-là, en fait, ça a permis de construire plus tard un test statistique qu'on appelle test des points tournants, qui est encore utilisé aujourd'hui et qui permet de déterminer si on a des variables indépendantes ou non. Ces travaux-là et bien d'autres sont exposés dans un livre de deux mathématiciens australiens, Haid et Seneta, qui insistent sur à quel point en fait Bien-Aimé avait des idées statistiques vraiment très en avance sur son temps, ce qui explique aussi que ça n'ait pas forcément été reconnu à sa juste valeur au moment. Je vais enfin pouvoir passer au problème de l'extinction des familles. Pardon. Alors, le problème de l'extinction des familles s'est posé, je pense depuis longtemps, mais au 19e de manière en tout cas un peu plus prégnante. Donc il y a plein de questions autour d'étapes de mortalité, des choses comme ça, en tout cas des questions démographiques liées à la population. Et se pose la question, visiblement les gens observent à ce moment-là que les grandes familles, on va dire de la noblesse ou de la grande bourgeoisie ou des personnalités un peu illustres, les noms de famille ont tendance à disparaître assez vite après. Et l'origine du problème qu'on pense, enfin en tout cas mathématique du problème, jusqu'en 1970 à peu près, on pensait que c'était une question de Sir Francis Galton, qui est donc qui vit dans l'Angleterre victorienne, donc de la fin du 19e, qui se pose cette question-là et qui, pour tenter de la résoudre, publie une question dans le journal The Educational Times, où en fait il pose une question et qui veut répond. La question suivante. Donc, il considère une grande nation qui est constituée que d'hommes, parce qu'il s'intéresse à la transmission du nom de famille. À cette époque-là, seuls les hommes transmettent le nom de famille. On suppose qu'on en a N, qui portent tous un nom de famille différent. Et puis, il explicite un petit peu comment est-ce qu'ils vont avoir une descendance. Donc, il dit qu'on suppose qu'un homme adulte va avoir, avec une certaine probabilité, donc il a à 0% de chance d'avoir 0 enfants garçons qui atteignent l'âge adulte, à 1% d'en avoir 1, et ainsi de suite jusqu'à 5 garçons. Et il demande, en particulier, c'est la première question surtout qui m'intéresse, au bout d'un nombre fixé de générations R, quelle est du coup la proportion des noms de famille qui vont s'éteindre, donc qui auront disparu dans la génération R. Alors, bon, quand on lit un peu ça, on se dit il fait référence à un arbre généalogique, mais quand on écrit les arbres généalogiques, on a l'habitude de voir l'arbre généalogique ascendant, c'est-à-dire, là, je pars de Galton, ses parents, ses grands-parents, et ainsi de suite, qui est assez... il faut réussir à remonter, mais on voit assez bien à quoi il va ressembler. La question que pose Galton, il s'intéresse en fait à l'arbre descendant. D'accord ?
Donc, je m'intéresse à 3 personnages de la bourgeoisie anglaise d'un célèbre roman de Jane Austen, romancière de l'Angleterre victorienne. À la génération 0, donc ils sont 3, Darcy, Bingley, Bennet, et je me demande du coup combien d'enfants garçons ils vont avoir, puis combien de petits-enfants garçons ils vont avoir, etc. Donc là, j'ai un exemple. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la génération R? Est-ce qu'on peut prédire ce qui va se passer? Cette question-là, elle est résolue partiellement par le révérend Henry Watson, donc il répond à Galton, et puis tous les deux, ils écrivent un article qui paraît en 1874. Donc ils introduisent un modèle qu'on appelle, à partir de ce moment-là, enfin, disons plus tard, le processus de Galton-Watson. Et ils obtiennent un résultat qui n'est pas tout à fait correct, c'est-à-dire qu'ils ont... Il y a pas, enfin, sur la conclusion finale, il conclut en fait que tous les noms de famille vont s'éteindre avec probabilité 1 et il faut attendre en fait les années 1930 pour que on ait une démonstration correcte du résultat. Donc là, vous avez à gauche Galton, à droite Watson. Donc voilà, jusqu'en 1970, on pensait que c'était ça l'histoire de ce processus-là. Mais il se trouve que vers 1970, les deux mêmes mathématiciens australiens dont je parlais tout à l'heure, Haid et Seneta, on leur signale l'existence d'un article de Bien-Aimé qui s'intitule « De la loi de multiplication et de la durée des familles » et qui a été publié en 1845, donc en fait quasiment 30 ans avant les travaux de Galton et Watson. Alors, donc c'est de ce texte-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc c'est une note assez courte qui est publiée donc dans ce fameux journal de la Société philomatique de Paris, qui n'est pas un journal spécifique aux maths. Et il demande à avoir le texte, il le récupère, et puis ils s'aperçoivent que en fait, Bien-Aimé avait une motivation en fait assez proche de celle de Galton et Watson. Quand on lit l'introduction de la note, on retrouve vraiment l'idée qu'on se questionne sur est-ce que les grandes familles s'éteignent ou pas. Et par contre, ce qui apparaît de manière, en tout cas assez surprenante à l'époque, c'est que en fait, lui, il avait le bon résultat sur la probabilité d'extinction du processus. Donc, j'en parlerai plus précisément après. Et donc, à partir de ce moment-là, et en tout cas maintenant, on va appeler, et là, dans la suite de l'exposé, je vais appeler ce processus le processus de Bien-Aimé Galton-Watson. Donc, ça a été fait de manière complètement indépendante, bien sûr, mais voilà, Bien-Aimé l'avait fait à peu près 30 ans avant. Je dois préciser tout de même que la note, elle est très courte et pas écrite de manière vraiment mathématique. Donc, ça n'a pas aidé non plus à ce que le résultat soit connu avant. Alors, si je reprends maintenant un peu plus précisément mon exemple de tout à l'heure et je vais essayer de poser le modèle. Donc, je veux suivre l'évolution d'une famille dans les générations. C'est un modèle qui est aléatoire, donc je vais avoir une suite donc ma suite Zn, 2 variables aléatoires qui vont représenter le nombre de garçons qu'il y a dans chaque génération. Donc là, par exemple, ici, je vois qu'à la génération 0, j'ai 3 individus, à la génération 1, j'en ai 6, à la génération 2, j'en ai 10. C'est une réalisation. Je pourrais tout à fait en avoir une autre où là, vous voyez que dès la 3e génération, il n'y a plus personne, ça s'est éteint. Ou encore une autre où là, vous avez un arbre à droite, la descendance de Bennett s'est éteinte immédiatement, quasiment immédiatement. Et par contre, il y a d'autres générations, où c'est d'autres parties, où c'est moins clair, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Je vais avoir besoin de préciser un petit peu plus de notation. Donc, pour chaque individu, pour chaque homme, dans la population que je regarde, je vais noter XNL, le nombre d'enfants d'enfants garçons que cet homme va avoir. Alors, ce modèle, à la base, il a été développé pour s'intéresser aux hommes et à la descendance des hommes, mais en fait, on peut l'appliquer à plein d'autres choses. Et donc, je vais plutôt m'intéresser au nombre d'enfants d'un individu, L. Et donc là, j'ai dessiné des arbres généalogiques plutôt fictifs de 3 mathématiciennes rendues célèbres par le film Les Figures de l'ombre, donc qui sont qui ont entre autres été calculatrices de la NASA dans les années 60. Voilà, on a une représentation ici. Ce que je vais faire, c'est pas à pas vous montrer comment est-ce qu'on retrouve ces variables X
XNL et de voir la valeur qu'elles prennent ici sur cette réalisation-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma génération 0, je numérote les individus, ici j'en ai 3, et puis je regarde le premier individu, donc Mary Jackson, elle a eu 2 enfants. Donc la première variable x0, 1, elle vaut 2 ici. Le deuxième individu, Katherine Johnson, elle en a eu 3. D'accord? Donc j'ai x02 qui vaut 3. Et je continue jusqu'à Dorothy Vaughan, donc l'individu 3. Elle a eu 6 enfants, et donc voilà cette variable-là. Tout ça, ça constitue la première génération. Et ce que je vois, c'est que ce que je garde moi en mémoire, c'est la quantité Z1, et c'est la somme des nombres d'enfants qu'ont eu les 3 individus qui étaient présents à la génération 0. Okay, donc sur cette réalisation, il y en a 11. On pourrait avoir autre chose. Je continue. Je numérote mes individus de 1 à 11, vu que j'ai 11 personnes dans la génération 1. Et puis, j'obtiens la génération 2 de la même manière. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, on a 2 enfants. Donc là, ça va être les x1 quelque chose. Donc là, c'est x11. Ensuite, là, j'en ai 1. Alors, bon, j'avance un peu. Mais vous voyez, par exemple, ici, mon 4e individu n'a pas d'enfant. Il est tout à fait possible d'avoir un individu qui n'a pas d'enfant, et donc un x14 ici qui vaut 0. Je continue encore, j'en ai 3, ici j'en ai 2, 2 encore, 1, 2, 1 et 2. Et quand je mets tout ça bout à bout, ça fait la deuxième génération de mon graphe, d'accord, de mon arbre. Et pareil, si je veux garder en mémoire Z2, qui est la taille de la génération 2, je fais la somme de tous les nombres d'enfants que les individus de la génération 1 ont eu. Donc ici, ça fait 18. Et alors maintenant, je vais écrire la formule générale pour passer de la génération n à la génération n plus 1. N'ayez pas peur. Donc qu'est-ce que je fais? S'il n'y avait personne à la génération n, du coup, il n'y aura personne à la génération n plus 1. Okay. Par contre, si j'avais L individus, grand L individus à la génération n, du coup, pour avoir la génération n plus 1, je compte le nombre d'enfants de chacune de ces personnes et je fais la somme. C'est ça qui est écrit exactement ici à droite dans l'accolade et que je résume dans l'autre écriture, mais c'est exactement ça qui est écrit. Voilà, donc on a l'évolution de ce processus. Maintenant, il faut mettre un peu des hypothèses sur les variables, parce que là, vous voyez, pour l'instant, j'ai posé des noms de variables, mais je n'ai mis absolument aucune hypothèse. C'est un modèle très simple, donc je fais des hypothèses très simples. La première, c'est que chaque individu a donc un nombre aléatoire d'enfants. Et ce nombre aléatoire, il a une certaine loi. Cette loi est la même, quel que soit l'individu et quelle que soit la génération que vous regardez. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les variables XNL, donc ce sont des variables aléatoires, elles ont toutes la même loi. Ça veut dire que, donc cette loi, qui s'appelle loi de reproduction, ça veut dire que si je me fixe un entier K, la probabilité d'avoir K enfants, ce sera toujours la même chose et ce sera noté P indice petit k. Et je vais avoir une probabilité comme ça jusqu'à un nombre maximal d'enfants que je vais noter grand K max. Donc juste pour rappel, comme je dois avoir une probabilité, mes coefficients PK, ils sont tous positifs ou nuls, et leur somme doit faire 1 pour que ce soit bien une probabilité. Ok, donc ça c'est l'hypothèse sur vraiment la loi de chaque variable. Et en plus de ça, je dois me poser la question de quelle est l'interaction qu'il y a entre les individus en fait. Le modèle suppose du coup qu'il n'y en a quasiment pas, c'est-à-dire que chaque individu a un nombre d'enfants qui est complètement indépendant de tout ce qui s'est passé ailleurs. Donc indépendant du nombre d'enfants de son frère ou de sa sœur, indépendant du nombre d'enfants de ses parents, voilà, indépendant de tout. Et donc ça signifie que ça se traduit sur le modèle par le fait que les variables XNL, elles sont indépendantes les unes des autres. Ok, je vais simplifier un petit peu l'étude. Donc vous voyez là, à chaque fois sur mes exemples, je suis partie dans la génération 0, il y avait 3 individus. D'accord ? Et ici,
j'ai encadré différemment les arbres généalogiques qu'on obtenait à partir de chacun des individus. Il se trouve qu'avec les hypothèses qu'on a posées sur le modèle vérifie ce qu'on appelle la propriété de branchement. Alors j'en reparlerai après. Là, je vous la donne juste dans ce cadre-là. Et ce que je sais avec cette propriété de branchement, c'est que les trois arbres, finalement, l'arbre général, il se comporte exactement comme la somme des trois arbres séparément, et ces trois arbres sont supposés indépendants. D'accord ? Donc, finalement, pour connaître le comportement de mon processus général, il me suffit de connaître le comportement d'un processus où je pars d'un seul individu. Okay ? Donc, dans toute la suite, je vais supposer que Z0 vaut 1, c'est-à-dire qu'à la génération 0, je n'ai qu'un seul individu et tous les résultats pour Z0 qui vaut grand N pourront s'en déduire sans trop de difficultés. Donc on va se simplifier un petit peu la vie en partant sur ça. Ça termine la présentation du modèle. Est-ce que vous avez des questions ? J'en profite. Oui. Oui, mais là, on est sur un des premiers modèles de ce qu'on appelle de dynamique des populations. Donc, on est vraiment sur un modèle extrêmement simple et qui permet déjà d'obtenir certains résultats dans certaines situations. Mais on est d'accord que ça ne tient pas compte de la réalité biologique. Oui. Juste dans la dernière simplification où vous partez d'un seul et même individu. Oui. D'un seul et même individu. Alors, cette simplification ne permettrait pas vraiment d'identifier l'extinction d'une famille si il n'y a qu'un seul nom de famille, non ? Enfin... En fait, en simplifiant comme ça, je m'intéresse juste à l'extinction d'un nom de famille. D'un seul. Voilà. Et ce que je dis, c'est que la propriété de branchement me permet, en fait, après d'en déduire des informations sur l'extinction de grand N noms de famille, en considérant, en fait, que ça va être indépendant, et donc je vais pouvoir faire des calculs avec ça. D'accord, merci. Oui, j'avais une question sur la partie historique. Oui. Vous avez mentionné les résultats de Galton et Watson, oui. Qui disaient que toutes les familles allaient s'éteindre oui. avec certitude. Or, il me semble que les hypothèses retenues amenaient à un accroissement de population, ce qui est d'ailleurs tout à fait réaliste. Oui. Et par conséquent, je ne vois pas comment toutes les familles peuvent s'éteindre si la population s'accroît. Ça me semble totalement absurde. Comment est-ce qu'on a pu croire pendant plus d'un siècle à quelque chose qui est visiblement absurde ? Alors, il parlait vraiment de la question des noms de famille, des familles plutôt nobles, en fait. Donc, mais oui, c'était un peu un paradoxe de se dire la population générale augmente, et pourtant, quand on regarde un nom de famille en particulier, en fait, il va avoir tendance à s'éteindre. Eux, ils concluent que ça s'éteint tout le temps. Voilà, bon, on verra après un peu où il y a eu l'erreur, mais voilà, c'était un peu, effectivement, c'était un résultat un peu paradoxal. J'ai pas vraiment d'explication autre à vous donner, mais ça venait quand même conforter l'idée que quand on prenait un nom de famille en particulier d'une famille noble, souvent, ça s'éteignait assez vite. Voilà. Je suis désolée, c'est pas très satisfaisant. Alors, on va passer maintenant à l'étude plus précise de justement ce phénomène d'extinction. D'accord ? Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. Donc, pour rappel des notations, Zn, c'est la variable aléatoire qui compte combien j'ai d'individus à la génération n. Et je m'intéresse à calculer la probabilité que le processus se soit éteint après n générations. Donc, je vais noter Qn, cette quantité-là. D'accord ?
Qn, c'est du coup la probabilité que Zn est égal à 0, c'est-à-dire à la génération n, j'ai plus personne. Peut-être que le processus il s'est éteint bien avant. Ça c'est pas la question qui m'intéresse. Là, je regarde juste, est-ce qu'à l'instant n fixé, j'ai encore du monde dans la population ou pas. C'est une probabilité, donc je sais que c'est compris entre 0 et 1. Quelques remarques sur cette suite. Si Zn vaut 0, c'est-à-dire si j'ai personne à la génération n, j'ai personne à la génération d'après. Donc j'ai une plus grande probabilité d'avoir personne à la génération n plus 1 que à la génération n. Ce raisonnement-là, il montre que en fait, la suite Qn, c'est une suite qui est croissante. D'accord ? Plus je fais grandir le nombre de générations et plus j'ai de chances qu'il n'y ait plus personne. En fait. C'est une suite croissante, mais comme c'est une probabilité, c'est toujours majoré par 1. Et donc il y a un théorème qui, il me semble, vous appelez le théorème de convergence monotone, que vous verrez normalement d'ici la fin du lycée si ce n'est pas déjà fait, qui dit que quand vous avez une suite croissante majorée, elle converge. Donc je peux faire tendre n vers l'infini et je vais obtenir du coup une quantité q qui appartient à 0,1. C'est ça qu'on va appeler la probabilité d'extinction du processus. Ça représente la probabilité qu'il y ait un moment, il y ait eu une extinction. Alors, j'ai besoin de la notion de probabilité conditionnelle ou sachant que quelque chose. Je vous rappelle la formule. Je prends deux événements, A et B. Je suppose que B est de probabilité strictement positive. La probabilité de A, sachant B, c'est la probabilité de l'intersection, ici, de A et B, divisée par la probabilité de B. Ça vient quantifier l'information que j'ai sur la réalisation de A quand je sais que B se réalise. Ça vient, disons, un peu quantifier la notion de dépendance des variables des événements aléatoires. Juste une précision, l'intersection qui est ici, en probabilité, on le note aussi parfois et. C'est le fait que l'événement A et l'événement B se réalisent en même temps. Je vais avoir tendance à le noter comme ça après. Donc je reprends. On veut toujours calculer Qn plus 1, la probabilité que le processus s'éteigne. Qu'est-ce qui peut se passer ? On est parti de 1, ça on sait au départ. Z0 vaut 1. Ça peut s'éteindre tout de suite. D'accord ? Il peut y avoir un enfant à la première génération, et puis par exemple ça s'éteint tout de suite, ou alors ça continue, mais en tout cas à la génération n plus 1, ça s'est éteint. On peut avoir 2 enfants, et ça s'est éteint avant n plus 1. On peut avoir 3 enfants, et ça s'est éteint avant n plus 1. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a plein de possibilités pour ce qui s'est passé à la première génération. Et c'est ça que je vais expliciter. Donc, comme je pars d'un individu, d'accord, il peut avoir un certain nombre d'enfants, et ce nombre d'enfants, il varie entre 0 et grand K max, qui est le nombre maximal d'enfants que peut avoir un individu dans mon modèle. Donc, je sépare tous les cas possibles, et ça me donne la somme de ces probabilités-là. Donc, je demande à ce qu'à la fois, il y ait Zn plus 1 qui vaut 0, parce que c'est ça qui m'intéresse, et j'impose qu'à la première génération, il y ait K individus. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en utilisant la formule qui est au-dessus, je vais exprimer la probabilité, du coup, avec ce « et » qui est la probabilité d'une intersection. Et donc, j'obtiens la probabilité que Z1 est égal à K, multipliée par la probabilité que ça s'éteigne à l'instant n plus 1, mais sachant que à l'étape 1, à la génération 1, on avait K individus. Donc maintenant, je vais regarder ce qui se passe séparément sur chacun des morceaux. Je reviens à ma propriété de branchement parce qu'elle va m'aider pour traiter justement cette probabilité sachant que Z1 est égal à K. Ici, je reprends cet exemple-là où dans cette réalisation-là, j'ai 6 enfants à la génération 1. Et donc, ça me permet de dessiner 6 sous-arbres que j'ai mis dans des boîtes de couleurs, là, séparés. Et bon, je sais que quand j'arrive à n plus 1, il n'y a plus personne. Donc moi, ce que je regarde, c'est qu'il y ait extinction. Donc partant de la génération 0, il faut qu'il y ait extinction en au plus n plus une étape. Ça s'est peut-être éteint avant, mais à n plus 1, il n'y a plus personne. Sachant que j'ai 6 enfants à la première génération, ça veut exactement dire que chacun des arbres dans les boîtes s'est éteint, mais eux, ils ont
une étape de moins, donc en n générations au plus. Peut-être qu'il y a des arbres qui se sont éteints avant. Là, vous voyez ici sur le... Alors, pardon, j'arrive plus à viser. Ici, par exemple, la boîte qui est en orange, pour le coup, ça s'est éteint tout de suite. Et après, il y en a d'autres où ça a mis plus longtemps. Mais en tout cas, ça correspond à ça. La propriété de branchement satisfaite par ces modèles-là, elle dit que, sachant justement que j'ai k personnes à la génération 1, ce que je regarde après, les processus à partir de l'instant 1, ils se comportent comme si je faisais la somme de mes k sous-arbres de manière complètement indépendante. Donc, la probabilité que ça s'éteigne en n plus une étape, sachant que j'avais k individus à la première génération, c'est la probabilité que les k sous-arbres se soient éteints en n étapes. Comme ils sont indépendants, il faut que chacun d'entre eux s'éteigne. Comme ils sont indépendants, je fais le produit des probabilités. Et du coup, pardon, je reviens en arrière, j'obtiens que, en fait, c'est la probabilité de s'éteindre en n étapes à la puissance k. Une fois que j'ai fait ça, je vais le réinjecter dans la formule que j'avais tout à l'heure, que je vous ai réécrite ici. Donc, la propriété de branchement dont je viens de vous parler, elle me dit que la quantité au-dessus de la collade, la probabilité sachant que Z1 est égal à K, je peux l'écrire comme ceci là, cette puissance K. D'accord ? Il faut que je me débrouille maintenant avec ça. Mais je suis partie d'un seul individu. Un individu, on sait qu'il a un certain nombre d'enfants suivant la loi de reproduction que j'avais donnée au départ. Donc la probabilité que Z1 est égal à K, c'est la probabilité que mon individu il ait K enfants, c'est PK. D'accord ? Et donc, en fait, j'ai directement une expression finalement plus simple de Qn plus 1. Donc, je réécris ce que j'ai. Et il se trouve que la probabilité que Zn est égal à 0, c'est exactement Qn. D'accord ? On a Qn plus 1, qui est la probabilité que Zn plus 1 est égal à 0. C'est ma suite Qn. Donc, je le réécris comme ceci. Et donc, ça, c'est une fonction g appliquée en Qn. Cette fonction g, c'est la fonction qui a x, elle associe donc la somme des pk(xk), c'est une fonction polynomiale. C'est une fonction qu'on appelle la fonction génératrice de la loi de reproduction. C'est un outil qui est assez central dans l'étude de ces modèles-là, mais qui sert de manière générale en probabilité. Et c'est un outil qui est par exemple déjà développé dans le traité de théorie des probabilités de Laplace. Ok, je reprends. J'ai une suite qui converge, d'accord, et qui est définie par une relation de récurrence, c'est Qn plus 1 qui est égal à g de Qn. Comme ma fonction g, c'est une fonction polynomiale, elle est continue, et donc le théorème de point fixe, pareil, si vous ne l'avez pas encore vu, vous devriez le voir d'ici la fin du lycée, vous permet de conclure que forcément Q est un point fixe pour la fonction g, pour la fonction génératrice. Donc ça ramène en fait la question de trouver la probabilité d'extinction à une question de recherche de points fixes sur l'intervalle 0,1. Et ça, autant bien aimé que Watson avait abouti à cette conclusion-là. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je vous ai mis 2 exemples. À chaque fois, j'ai supposé qu'on pouvait avoir soit 0, soit 1, soit 2 enfants. D'accord ? Et y a certains coefficients différents, et donc je vous ai mis l'expression des fonctions ici, des fonctions génératrices. Donc vous l'avez ici, hein, celle-ci, elle part donc de P de 0 et puis elle arrive à 1 en restant au-dessus de la droite, la bisectrice, là, qui est la droite d'équation y égale x. Et puis celle-ci avec d'autres coefficients, là, pour le coup, elle va croiser cette droite et puis arriver en 1. Donc moi, si je cherche un point fixe, je cherche en fait les points d'intersection avec la droite. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a des situations différentes. Ce qui se passe, c'est que Bien-Aimé, lui, il va distinguer 3 cas. Pardon, j'ai oublié de préciser que en fait, c'est à ce moment-là que Watson fait une erreur, c'est-à-dire qu'il a bien vu que il y avait plusieurs points d'intersection, par exemple ici, mais il conclut quand même de manière erronée que le point d'intersection qui nous intéresse, la valeur Q, c'est celui qui est là, qui est 1. Donc j'y reviendrai après. En revanche, Bien-Aimé, lui, il distingue 3 cas selon la valeur de l'espérance de la loi de reproduction.
Qu'est-ce que c'est l'espérance de la loi de reproduction? Ça représente le nombre moyen d'enfants qu'a un individu, et c'est la quantité qui est donnée ici, là, la quantité M. C'est la somme des cas fois la probabilité qu'on ait K enfants. Pour que le théorème soit valide, il me faut restreindre un petit peu les hypothèses. J'ai besoin d'avoir une probabilité strictement positive de n'avoir aucun enfant. Et puis, qu'il existe en fait, qu'il y ait une probabilité strictement positive d'avoir strictement plus qu'un enfant. Dans ce cadre-là, on distingue 3 cas. Soit le nombre moyen d'enfants est strictement plus petit que 1, et à ce moment-là, on a une extinction très rapide avec probabilité 1. Soit il vaut 1 et l'extinction est moins rapide, mais elle aura toujours lieu avec probabilité 1. Et soit le nombre moyen d'enfants par individu est strictement plus grand que 1. Et à ce moment-là, le processus va peut-être s'éteindre, mais pas forcément. Et la probabilité d'extinction, en fait, elle est caractérisée entièrement. Et c'est quelque chose qui est strictement compris entre 0 et 1. Alors, j'ai fait un peu de simulation pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Par exemple, là, je vous ai mis à chaque fois... Alors pareil, j'ai toujours supposé qu'on ne pouvait pas avoir plus de 2 enfants, pour me simplifier un petit peu la vie. Ici, je suis dans un cas où l'espérance de la loi de reproduction, elle vaut 0,9, donc le nombre moyen d'enfants est plus petit que 1. Alors, ça ne se voit pas très bien parce qu'elle se superpose, mais j'ai tracé 10 trajectoires, donc j'ai simulé 10 fois un processus. Et... qu'est-ce qui se passe? On voit que tout s'écrase et arrive à 0. Donc, qu'est-ce que ça représente, ce graphique? En abscisse, vous avez le temps, donc le nombre de générations, et puis en ordonnée, vous avez Zn. Donc, Zn, c'est la taille des générations. Donc, par exemple, si je suis la trajectoire en rose, alors tout part de 1, c'est pas forcément très clair aussi, mais tout part de 1. Pendant un certain nombre de générations, elle est restée à 1, puis après, ça passe à 2, puis après, ça passe à 3, à un moment, ça redescend à 2, ça redescend à 1, puis ça monte, on monte à 4, on redescend un peu, on remonte, ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, ça finit par s'écraser et arriver en 0. Et c'est pareil pour toutes les trajectoires que je vais tracer. Alors, ça met plus ou moins longtemps à s'éteindre, mais globalement, ça s'éteint quand même assez vite. Je fais pareil pour m est égal à 1. Alors, pour le coup... là, je vous ai mis une réalisation où les 10 trajectoires, elles s'éteignent avant la 100e génération, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Vous avez beaucoup de simulations où on voit que ça ne s'est pas éteint à la génération 100. Ça va finir par s'éteindre, mais ce n'est pas clair que ça arrive vite. Et là, on voit en tout cas déjà que les trajectoires ont tendance à s'éteindre plus tard. En fait, ici, les temps d'extinction, alors j'arrive pas à vous les montrer, voilà, ils sont plutôt... il y en a qui vont jusqu'à la génération 80. Et dès que je passe au-dessus de 1, donc là, vous voyez, j'ai un nombre moyen d'enfants qui n'est pas beaucoup plus grand que 1, qui est à 1,1, et pourtant, tout de suite, on a un certain nombre de trajectoires qui explosent. Alors, si vous comptez, j'en ai lancé 10, et en fait, vous n'en retrouvez pas 10, là, vous en avez 6 qui se sont vraiment envolés, avec de l'ordre de 20 000 individus. Et en fait, on ne le voit absolument pas parce que c'est complètement écrasé, mais les 4 autres se sont éteintes. Si je zoome un petit peu plus sur le début, sur les 30 premières générations, on voit un petit peu plus, mais c'est pareil, en fait, il y a quelques trajectoires qui se sont écrasées quasiment instantanément. Voilà, il y a toujours une probabilité, en tout cas sur les simulations, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de trajectoires qui s'éteignent. Ok, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait cette fonction génératrice, que c'était un outil central dans l'étude de ce modèle. Je vais vous passer en revue quelques propriétés de cet outil qui vont me servir. D'abord, on peut voir directement sur la formule que si je remplace x par 0, tous les termes sont nuls sauf le premier, donc il me reste juste p de 0. Donc ça, je vous l'avais montré déjà sur les graphiques que j'ai dessinés tout à l'heure. Et si je prends la valeur en 1, ça fait 1 parce que ça fait la somme des pk. Si je me place sous l'hypothèse du théorème, p de 0 plus p de 1 est strictement plus petit que 1, oui, c'est ça, pardon, j'ai une fonction g qui est strictement convexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction, elle est plutôt comme le tracé que j'ai mis à gauche. Elle va être incurvée dans ce sens-là. Ce que j'ai mis à droite, c'est le contraire, c'est une fonction concave. D'accord? Donc nous, on veut vraiment une fonction convexe qui est un peu en cuvette.
Donc on a cette convexité, on a même une stricte convexité, donc on interdit tous les endroits qui sont même plats. Il faut vraiment que ce soit creux. Et en plus de ça, j'ai une fonction polynomiale, je peux la dériver, d'accord ? Donc j'obtiens que c'est la somme des pk fois la dérivée de x puissance k, c'est-à-dire k fois x puissance k moins 1. Et si je prends la valeur en 1 de cette dérivée, je trouve la somme des k fois pk, c'est exactement l'espérance de ma loi de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants qu'a un individu. Et ça, c'est assez magique parce que g' de 1, donc c'est la dérivée en 1, et la dérivée en 1, vous savez que c'est la pente de la tangente à la courbe, au point 1. Du coup, cette valeur-là, elle va vraiment nous donner de l'information sur comment se dessine la courbe. Donc on va le voir sur les dessins qui sont là. Je vous ai remis la formule de la dérivée. Sur le dessin de gauche, vous avez g' de 1 qui est strictement plus petit que 1. Donc ça veut dire que la pente de la tangente que j'ai dessinée en rouge, elle est strictement plus petite que 1. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'imagine que je pars à l'envers, je pars de 1, forcément, je vais rester au-dessus en fait, de la droite de la bisectrice, de la droite y est égale à x. À droite, ici, j'ai g' de 1 qui est strictement plus grand que 1, et là, pour le coup, la pente, elle est assez forte pour m'obliger à passer sous la droite. Voilà. Et après, forcément, à un moment, je vais retraverser. Si je vous montre ce que ça donne quand g' de 1 vaut 1, vous avez, c'est pareil, on reste au-dessus de la courbe, sauf que là, pour le coup, la tangente, c'est vraiment la bisectrice, mais ça ne change rien au comportement. Donc, on se rappelle, on cherche les points fixes de cette fonction-là, d'accord, sur 0,1. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez toujours 1 qui est point fixe. Alors, ils sont dessinés en orange, donc je suis désolée, on n'y voit pas grand-chose. Dans le cas où g' de 1 est inférieur ou égal à 1, au final, on n'a que 1 comme point fixe. Donc là, ça y est, la question est résolue. Je sais que ces familles-là, elles vont s'éteindre avec probabilité 1. D'accord ? Par contre, à droite, quand g' de 1 est strictement plus grand que 1, la stricte convexité me dit que en fait, j'ai exactement 2 points fixes. Je sais que j'en ai, comme je passe en dessous, je sais que j'en ai au moins 2 et en fait j'en ai que 2. Et donc il faut choisir entre ces deux points fixes et c'est là où Watson se trompe et choisit 1 alors que c'est pas le cas. Comment on voit que c'est pas le cas ? On le voit sur ce petit dessin. Je suis dans le cas où m est strictement plus grand que 1, donc j'ai fait un zoom sur la partie qui m'intéresse en fait de la courbe. Ma suite, Qn, elle est définie par récurrence, c'est-à-dire que je calcule le terme d'après, Qn plus 1, en faisant g de Qn. Donc j'applique Qn. J'ai jamais parlé de l'élément initial, mais si on vous donne la valeur de Q de 0, du coup, par récurrence, vous savez calculer Q1, Q2, Q3, et ainsi de suite. Comment on fait ? Ici, je sais que Q de 0, ça vaut 0, parce que c'est la probabilité que Z0 soit égal à 0, mais je suis partie d'un individu, ça je l'ai fixé. Donc ça ne peut pas être nul. Donc ma probabilité Q de 0 vaut 0. Donc je me place ici, en 0. Je regarde G de 0. Ça, c'est la valeur de Q1. Maintenant, je veux calculer G de Q1 pour obtenir Q2. Comment je fais ? Il faut que je reporte Q1 sur l'axe des abscisses. Et puis, hop, je remonte jusqu'à la courbe bleue pour obtenir G de Q1 qui est égal à Q2. Pareil, je reporte Q2 sur l'axe des abscisses et je remonte pour obtenir la valeur de Q3 qui est G de Q2 et ainsi de suite. Et donc vous voyez en fait sur mon graphique, on est coincé par ce premier point fixe et du coup la suite elle va forcément converger vers le point fixe le plus petit. Et donc ça permet de montrer que la probabilité d'extinction Q c'est le plus petit point fixe de G sur 0,1 et ça termine en fait entièrement l'étude du modèle. Enfin, du comportement de l'extinction. Alors, un petit exemple d'utilisation, qui est un exemple assez classique d'utilisation sur une problématique biologique. Donc, il faut savoir que ce type de modèle, comme d'autres modèles aléatoires, est possiblement souvent utilisé sur des problématiques biologiques. Des chercheurs et chercheuses se sont intéressés à modéliser, à essayer de comprendre... ils se sont intéressés à une population de baleines noires en Atlantique Nord.
En 99, à partir des données qu'ils avaient, ils ont posé un modèle, donc un processus de bien-aimé Galton-Watson, et ils ont estimé, à partir des données qu'ils avaient, la loi de reproduction. Et ça leur a permis, avec ce modèle-là et l'estimation des données qu'ils ont eues, enfin l'estimation des PK, il conclut en fait que la valeur de M ici, donc je vous rappelle, M c'est l'espérance de la loi de reproduction. En fait, ici, elle est strictement plus petite que 1, et donc il conclut que cette population va s'éteindre. Et en fait, il y a plein d'autres résultats qu'on peut obtenir. Donc en particulier, ils obtiennent un résultat sur le temps attendu d'extinction avec une grande probabilité, etc. Voilà, donc un premier exemple d'utilisation hors, on va dire, extinction d'un nom de famille. Est-ce que vous avez des questions sur l'étude du coup de l'extinction du modèle ? Est-ce que l'hypothèse d'un nombre maximal d'enfants est très importante ? Pas du tout. Pas du tout. On peut faire exactement les mêmes calculs avec un nombre quelconque infini. C'est juste qu'on introduit... c'est vraiment on introduit les mêmes objets. On les manipule pas tout à fait de la même manière parce que c'est plus des fonctions polynomiales. Mais ça marche pareil. Oui, dans vos simulations, quand vous avez montré que certaines simulations justement s'envolent sur le nombre d'individus, est-ce qu'il y a un nombre d'individus à partir duquel on sait que ça ne va pas redescendre et ça va continuer comme ça, ou est-ce que même une population qui s'envole peut redescendre après ? En fait, vous avez toujours comme la probabilité d'avoir 0 enfant, elle est strictement positive, vous avez toujours une probabilité strictement positive, même si vous avez 20 000 individus, qu'à la génération d'après, il n'y a plus personne. Mais du coup, cette probabilité, ça va être P0 puissance 20 000, donc autant vous dire que c'est pas très grand. Donc non, on n'est jamais complètement sûr. Après, en fait, à partir d'un certain moment, c'est quand même vraiment plus très probable. Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez dire un mot du modèle si on n'a pas la propriété de branchement, c'est-à-dire si les arbres, les sous-arbres, les processus, si j'ai bien compris, sont pas indépendants entre eux ? Du coup, ça complique pas mal l'étude. Donc, là, je peux pas directement refaire ce que j'ai fait. La propriété de branchement, elle est quand même assez centrale dans ces modèles-là. On peut assouplir d'autres hypothèses, faire dépendre les lois de reproduction de l'environnement ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que la propriété de branchement, j'avoue que là, comme ça, j'ai un peu du mal à voir. Je ne saurais pas répondre directement. D'accord, merci. Alors, je veux parler de quelques questions un peu au-delà du modèle initial. Alors, ce modèle, il est très simple. Il a donné lieu à vraiment des applications directes, mais aussi beaucoup d'études sur des questions assez diverses, en lien un peu avec ce qu'on vient de voir. Je vais vous en présenter quelques-unes. Il existe évidemment plein d'autres choses. Je vous ai présenté un premier exemple d'application dans un contexte biologique avec cette problématique de l'extinction des baleines noires. Ces modèles-là, de bien-aimé Galton-Watson, sont fréquemment utilisés en biologie. Alors, c'est pas du tout c'est pas du tout le seul modèle mathématique aléatoire ou pas à être utilisé, mais ça arrive assez fréquemment pour le déclin d'une espèce animale, comme celle des baleines, mais pour d'autres choses. On peut s'intéresser, par exemple, à la transmission d'un trait génétique, à l'évolution d'une épidémie. Bon, voilà, on peut faire pas mal de choses. Et souvent, en fait, j'ai besoin d'avoir un modèle un petit peu plus compliqué
que ce que je vous ai présenté. En particulier, une généralisation assez immédiate, c'est je vais pas considérer qu'un seul type d'individu. Là, j'ai considéré que les hommes dans mon processus au départ, ou en tout cas si je regarde la descendance d'une certaine personne, je fais pas de différence entre les différents individus qui sont présents dans l'arbre généalogique. Si je veux suivre, par exemple, la transmission d'un trait génétique, en général, les gens, soit ils l'ont pas, mais vous avez deux types d'individus. Quelqu'un qui n'a pas forcément le trait génétique peut éventuellement le transmettre. C'est plus compliqué que ça. Si je veux suivre une épidémie, en fait, assez typiquement, on distingue 4 types d'individus. Donc les individus sains, les individus qui ont été exposés à la maladie, les individus qui sont réellement infectés, et puis les individus qui sont guéris, qui ne vont pas avoir toutes ces informations-là. Ça donne de l'information, par exemple pour la gestion de l'épidémie, pour voir ce qui va se passer après, etc. Donc, on va plutôt avoir envie de considérer plusieurs types d'individus. Par exemple, donc, pour le suivi de l'épidémie, je vais considérer 4 types d'individus. Ça me donne plus d'informations que de simplement avoir la somme. Voilà. Donc, dans un modèle à plusieurs types, à des types typiquement, on va s'intéresser du coup plus à Zn qui est une variable aléatoire à valeur entière. Je vais m'intéresser en fait à un vecteur de taille, le nombre de types. Donc, par exemple, 4 ici, pour mon épidémie, je vais avoir dans mon vecteur le nombre d'individus sains, ensuite le nombre d'individus exposés, ensuite le nombre d'individus infectés, et enfin le nombre d'individus guéris, tout ça à la génération n. Et je fais passer un peu et je fais évoluer le modèle essentiellement de la même manière que ce que j'ai présenté juste avant. C'est les mêmes hypothèses, juste elles ne s'expriment pas tout à fait de la même manière. Je vais vous proposer un exemple que j'ai tiré du livre de Sylvie Méléard, Modèle aléatoire en écologie et évolution, alors que j'ai simplifié encore un petit peu. Mais on imagine dans cette modélisation la propagation d'une maladie, je vais juste m'intéresser à 2 types d'individus pour simplifier, les individus sains et les individus infectés. Et donc on a un individu sain qui va être à la génération n, qui va être en fait en quelque sorte remplacé à la génération d'après, soit par un individu infecté, s'il a été infecté avec probabilité de taux, soit par un certain nombre d'individus sains qu'on peut imaginer être les individus qu'il a croisés en fait, un peu comme être le nombre de contacts qu'il a eu. Donc j'ai énormément simplifié, donc j'ai considéré qu'il pouvait soit en croiser 0, soit en croiser 1. Mais, voilà. Et puis un individu infecté, lui, il va mourir avec probabilité alpha, et puis avec probabilité 1 moins alpha, les personnes il va pas mourir, et les personnes qu'il va croiser, il les aura infectées. Donc, soit il en aura croisé 0, soit il en aura croisé 1, ici dans mon exemple. Si vous vous rappelez, ce qui nous a permis de déterminer le comportement vis-à-vis de l'extinction dans le cas initial avec un seul type d'individu, c'est l'espérance de la loi de reproduction, donc le nombre moyen d'enfants que chaque individu avait. Donc je vais essayer d'avoir un critère un peu pareil, sauf que ici, j'ai 2 types de parents et j'ai 2 types d'enfants. Donc en fait, je vais avoir 4 nombres moyens possibles. Partant j'ai le nombre moyen d'enfants d'enfants sains que va avoir un parent sain. Et qui se trouve dans la première case en haut à gauche, le nombre moyen d'enfants infectés à partir d'un parent sain, et puis pareil pour les parents infectés. J'ai donc 4 valeurs dans mon tableau. Donc on peut voir ça comme un tableau de nombres, mais en fait mathématiquement on peut lui associer un objet qui s'appelle une matrice, qui est en fait essentiellement un tableau de nombres, mais une matrice c'est un objet mathématique sur lequel j'ai des méthodes de calcul, j'ai un certain nombre de propriétés. C'est des objets qu'on voit très souvent dans les toutes premières années en enseignement supérieur, quand on continue dans des études scientifiques. Je ne vais pas vous en dire plus ce soir, mais il est tout à fait possible d'obtenir un critère sur cette matrice-là pour avoir ou non extinction de l'épidémie ici avec probabilité 1. Ok. Voilà. Bon, ce critère s'appelle le rayon spectral, mais c'est pas très important. Voilà. Donc ça, c'est une première généralisation du modèle.
Il y en a plein d'autres. On peut considérer des temps... je considère juste des générations fixes, mais je peux supposer des temps de génération différents, c'est-à-dire chaque individu va avoir des enfants à des moments différents. Donc, on va appeler ça des processus à temps continu. Je ne vais pas insister là-dessus. Je voulais vous présenter simplement des questions que je trouve un peu différentes sur qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on a tout ça. Des questions auxquelles on peut s'intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer si en fait on est dans le cas d'un événement atypique. Par exemple, vous avez une épidémie qui a un peu explosé, puis après on sait qu'on est dans la phase de décroissance, on sait qu'elle va bientôt s'éteindre, mais ça peut prendre du temps avant qu'elle s'éteigne. Et ça peut être intéressant d'essayer d'avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe avant l'extinction. Donc on peut se demander qu'est-ce qui se passe juste avant l'extinction, mais même si en fait elle met un peu de temps à s'éteindre. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire ? On va étudier le comportement donc, de Zn, toujours mon nombre d'individus, sachant qu'on ne s'est pas encore éteint, mais qu'on va s'éteindre très prochainement. Donc par exemple, si k vaut 1, je regarde la probabilité qu'on ne s'est pas éteint à l'instant n, sachant qu'on s'éteint à l'instant d'après. Une autre possibilité, c'est d'étudier ce qui va se passer dans le cas où on sait que le processus va s'éteindre, mais on l'oblige à en fait, ne pas s'éteindre avant un certain temps assez grand. Et donc on va étudier par exemple Zn, sachant que pour un très grand cas, Zk va être strictement positif, et puis on peut du coup faire tendre K vers l'infini. C'est des questions qui ont été abordées dès le milieu du XXe siècle, déjà, entre autres pour des questions biologiques, pour le modèle à un type, puis des questions pour le modèle à plusieurs types, des questions similaires ont été posées. Et je voulais juste vous parler, évoquer simplement, par exemple, cet article qui date de 2012, dans lequel donc les chercheuses Pénisson et Jacob, elles développent toute une stratégie pour étudier justement une phase d'extinction dans une épidémie, et typiquement elle l'applique à l'épidémie de la vache folle, pour laquelle en fait il y a encore, en tout cas en 2012, encore des cas, mais on est vraiment sur de quelque chose de près de s'éteindre. Voilà, ça permet d'avoir de l'information sur le temps d'extinction, jusqu'à quand on peut avoir des cas, etc. Pour conclure, je vais dire rapidement que le modèle proposé par Bien-Aimé, Galton et Watson de manière indépendante, c'est un modèle qui est très simple, mais qui a ouvert énormément de perspectives. Donc évidemment, tel quel, il n'est pas satisfaisant pour toutes les problématiques, notamment biologiques, mais voilà, il permet après d'avoir des modèles plus évolués. Il y a beaucoup de recherches actuellement, notamment sur tous les processus qui ont cette propriété de branchement dont on parlait tout à l'heure. J'en cite quelques-unes. J'ai très peu parlé de l'arbre, en fait, mais il y a plein de questions qui se posent autour de la forme de l'arbre, comment ça se comporte si on conditionne un événement atypique, un peu comme ce dont je viens de parler. Dans le cas multitype, là, je vous ai parlé simplement d'un nombre fini. Là, j'avais deux types dans mon exemple, mais on pourrait en avoir un nombre qui grandit ou qui devient même infini. On a très souvent dans les problématiques biologiques des lois de reproduction qui sont influencées par des événements extérieurs, typiquement la météo. Ça veut dire que la loi de reproduction un jour, ce ne sera pas la même que le lendemain. Ça peut être modélisé par ce qu'on appelle des environnements aléatoires, où en fait, à chaque génération, la loi de reproduction va varier. Voilà. Et évidemment, plein de questions analogues avec des processus en temps continu. Mais voilà, tout ça, c'est énormément de choses et un domaine du coup de recherche extrêmement actif. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Si j'ai bien compris, si on prend la population française, par exemple, d'après cette loi d'extinction des noms de famille, si vous voulez, donc par conséquent, à un moment où la population était faible, il y avait beaucoup de noms, et donc on devrait arriver actuellement à une population plus importante, mais avec peu de noms, moins de noms. Est-ce que ça se vérifie, ça ?
Le modèle, il ne s'applique pas les hypothèses ne sont pas du tout vérifiées à l'ensemble de la population française. On n'a pas des nombres d'enfants indépendants de ceux de sa famille, par exemple. Donc on peut pas vraiment modéliser l'évolution de la population française par ce modèle-là. Donc c'est difficile de répondre à la question exactement. Par contre, il y a d'autres types de modèles pour lesquels les hypothèses sont un peu plus d'autres types de phénomènes, pour lesquels les hypothèses sont un peu plus proches de ça, du moins sur les débuts, par exemple de l'évolution d'une épidémie. Donc là, on pourrait un peu plus répondre à votre question. Encore une fois, les hypothèses ne sont pas vérifiées, donc Mais oui, on pourrait imaginer ça, qu'en tout cas, il y a des noms différents, si on reste sur... Si on retourne sur les noms de famille des nobles ou autres, les familles particulières, dans votre modèle, vous êtes parti de trois familles. Elles étaient totalement indépendantes. Oui. Et on sait qu'en généalogie, prenons le cas des nobles, ils se marient entre eux. Oui. Et est-ce que ça change la modélisation mathématique si on fait des croisements au niveau des différentes branches ? Et donc ça, c'est une question. Et puis une remarque, c'est que ce soit en physique ou dans des phénomènes aléatoires, quand un résultat arrive, quand on est au-delà, par exemple, en physique, de l'âge de l'univers, ou alors, prenons le cas de généalogie, du nombre de générations depuis l'apparition des hominidés, on considère que c'est un faux problème. Oui, du coup, ça ne s'applique pas, en fait. Voilà, ça s'applique pas. Effectivement. Pour répondre à votre première question, alors, dans le modèle initial, on s'intéresse qu'aux hommes. Donc, en fait, comme en tout cas à cette époque-là, les hommes épousaient des femmes, le croisement, finalement, n'intervient pas. Par contre, ça intervient... dans les hypothèses qui du coup ne sont pas vérifiées, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'indépendance, etc. Mais ça donne quand même une première idée. Quand on pose un modèle mathématique, de manière générale, quand on fait de la modélisation, on est obligé de simplifier le phénomène biologique. Et donc, on se demande après, est-ce que ça correspond à ce qu'on observe ou pas, pour savoir si le modèle est adapté. Mais en tout cas, ici, ça complexifie énormément l'étude de plus supposer l'indépendance. Voilà. Je pense au modèle de bien-aimé et le nombre d'enfants par foyer, le nombre d'enfants par famille. Y a-t-il une relation démontrable de la vitesse d'extinction d'une famille en fonction du nombre d'enfants par couple? Oui. En fait, on sait que on peut montrer plus de choses que ce que je vous ai raconté. On sait par exemple que le nombre, la taille moyenne de la génération au temps n, c'est le nombre moyen d'enfants à la puissance n. Donc ça va me donner vraiment que, notamment si m est vraiment très petit devant 1, en fait, ça va décroître vraiment très vite. Et on a même plus que ça, on a des convergences de Zn divisé par m à la puissance n. Voilà, donc oui, on a plus d'informations en fonction de ce paramètre petit m. Vous avez parlé d'environnement aléatoire, donc j'imagine qu'on tire aléatoirement une loi de reproduction à chaque étape. Oui. Et quel genre de lois de probabilité ont été étudiées dans cette... Alors là, j'avoue que je ne vais pas être la personne compétente pour répondre. Je ne saurais pas vous dire exactement. Comme je le disais, ce n'est pas du tout mon domaine, donc je ne sais pas. Oui. Dans les baleines noires dont vous avez parlé, vous avez dit que petit m, là, ça valait 0,998. Oui. Et donc, le temps d'extinction était estimé à, je ne sais pas... 400 ans. Est-ce que ça veut dire que si petit m est strictement inférieur à 1, ce temps d'extinction a une valeur moyenne finie et qu'on peut exprimer cette valeur moyenne à l'aide de m? D'accord. C'est simple ou c'est... Une formule simple, par curiosité. Alors, en tout cas, vous pouvez
donc comme vous avez le nombre moyen, la taille moyenne à la génération n qui est en m puissance n, vous avez, alors attendez, je vais vous dire une bêtise, on sait calculer le nombre moyen, en tout cas d'individus qui va se trouver asymptotiquement dans l'arbre, et selon la loi de reproduction, oui, c'est possible d'obtenir, c'est possible d'obtenir des informations. En tout cas, on a des majorations, minorations sur le temps d'extinction. Ça va utiliser la propriété de branchement aussi, ce genre de choses. Il n'y a pas de formule exacte. Il y en a une, là, j'avoue que je l'ai pas en tête, mais en tout cas, il y a des relations. On peut trouver des relations un peu comme la relation entre QN+1 et QN pour essayer d'étudier plus. N'hésitez pas à lire dans le livre donc de Sylvie Méliard. Il y a tout un chapitre dessus. C'est très bien expliqué. Merci. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec les conférences. Ce sera le mois prochain, le 18 février. Emmanuel Père nous parlera de Sophie Germain et l'histoire secrète du dernier théorème de Fermat. Venez nombreuses et nombreux. Merci encore, Sandrine. Merci.